Monsieur Milton Ray Guevara, ancien président du tribunal constitutionnel dominicain. Monsieur Michel Vivorca, sociologue, ancien directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Monsieur Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre de la République française. Et le débat sera animé par Madame le professeur Björgård Laxen, qui est professeur de droit public à l'université de Paris 1 et qui est également ancien membre du Conseil constitutionnel dans le... Merci. Je crois que nous allons attendre 2 minutes, Monsieur Vivorca, avant de commencer, mais je peux, avant qu'il n'arrive, dire à quel point je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Ce sont sans doute les liens forts que j'ai avec l'Amérique latine et avec la langue espagnole qui ont fait que j'ai été invitée à modérer, c'est un bien grand mot, ce panel. Je retiens vraiment encore, je tiens à remercier l'organisation sur un thème absolument exceptionnel. Depuis ce matin, nous avons énormément appris. L'histoire et encore l'histoire nous permet toujours et encore de comprendre le présent. Et on le voit depuis ce matin et on va continuer de le voir. Alors, le panel que je suis censée présider est un panel assez exceptionnel, comme tous ceux de la journée. Parce que s'il y a un point commun entre les 3 personnes qui sont à mes côtés, c'est l'engagement. L'engagement multiple quand on parcourt leur vie. Alors, il y a différentes manières de s'engager. L'engagement par l'enseignement et la recherche, la transmission des connaissances. Pour aller vite, je dirais que c'est la vie de Michel Vivorca. L'engagement par le fait de rendre la justice, et notamment la justice constitutionnelle. C'est le fait de Milton, la carrière de Milton Ray Guevara, que je suis très heureuse de retrouver ici après l'avoir rencontré à de multiples reprises dans des conférences en Amérique latine. Et puis évidemment la vie dédiée entièrement à la République, à la laïcité, à la chose publique, qui synthétise rapidement la vie de M. Bernard Cazeneuve. Donc l'engagement, je crois que ces personnes étaient tout à fait opportunes pour parler bien, de la construction de la démocratie. Est-ce que nous allons aussi parler de la déconsolidation démocratique? Ça, nous allons le voir lors des échanges. Donc sans plus tarder, en respectant l'ordre du programme, je passe la parole à M. Vivorca. Bon, chers collègues, merci beaucoup et merci pour les mots gentils que vous venez d'avoir. Es un placer para mí de encontrar otra vez mi amigo, el presidente Leonel Fernández, de engraciar a Laura Faxas, todo el equipo, también la casa, la maison de l'Amérique latine. Mais je vais parler en français, c'est plus facile pour moi. Je voudrais tout d'abord dire à quel point cette rencontre est importante. Vous savez, les historiens aiment bien discuter. Est-ce que c'est l'histoire qui éclaire le passé ou est-ce que c'est le passé qui éclaire le présent? Je crois que c'est les deux. Et que nous circulons et que cette table ronde va être l'occasion de circuler, je dirais, nécessairement. Alors, puisque nous sommes ici, je voudrais évoquer une phrase que j'avais lue dans un livre d'Alain Touraine, qui était un grand ami de l'Amérique latine. Et il avait écrit un livre sur la démocratie. Et au tout début de ce livre, il disait « La démocratie est une idée neuve ». Et moi qui avais lu Tocqueville quand j'étais étudiant, je trouvais que ce n'était pas une idée tellement neuve. Mais je voudrais vous montrer qu'il avait raison. Et donc, je voudrais essayer de voir encore aujourd'hui, la démocratie devient une idée neuve. Je pense qu'elle devient une idée neuve, en gros, tout ceci mériterait discussion, dans les années 80. C'est-à-dire au moment où se termine la guerre froide et au moment où les dictatures, les plus importantes en tout cas, ou un certain nombre d'entre elles, se défont, se déstructurent. Et que c'est dans ce contexte-là que la démocratie a pu trouver son espace. Alors si je regarde le mouvement des idées, il commence à se renouveler dans les années 70. Je citerai juste 2 noms à mes yeux très très importants. Celui de John Rawls, le philosophe de la justice, qui a vraiment ouvert d'énormes débats sur la question démocratique, et pas seulement sur la justice, mais on doit parler de justice ici, d'une part. Et je dirais aussi le nom de Hannah Arendt, qui est l'objet d'une découverte ou d'une redécouverte dans un certain nombre de pays
à commencer par la France dans les années 70. Et donc, jusque-là, la démocratie n'est pas très présente. Je me souviens que quand on discutait de la démocratie, c'était pour dire, ben oui, c'est le contraire du communisme, c'est le contraire de la dictature, et s'il fallait vraiment aller un peu plus loin, tout le monde citait la même phrase oh, ça m'échappe bien sûr, de Churchill, merci beaucoup. La démocratie, c'est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres, ou quelque chose comme ça, je cite de mémoire. Et puis après, on passait à autre chose. Et donc, on ne discutait pas vraiment de l'idée démocratique. Alors, la question que je voudrais poser aujourd'hui, c'est celle-ci. D'un côté, nous voyons tous, et j'en dirai quelques mots, les difficultés actuelles de l'idée démocratique. D'un autre côté, nous voyons tous la géopolitique mondiale, la force qui prime le droit, Trump, Netanyahou, on pourrait comme ça en parler beaucoup plus précisément et beaucoup plus longuement. Et la question qui m'intéresse, c'est celle-ci. Quel lien y a-t-il entre ce qui se passe à l'intérieur d'un certain nombre de sociétés qui fait que l'idée démocratique en interne est affaiblie, avec la géopolitique qui met en cause non pas tant l'idée démocratique en elle-même que ce qu'on peut appeler l'esprit démocratique, le droit international, l'acceptation de l'état de droit et le refus donc de l'idée que la force doit primer sur le droit. C'est ça pour moi la grande question, et je la formule évidemment en ayant, comme je pense beaucoup d'entre nous ici, en tête les grands chantiers terrifiants du monde contemporain, l'Ukraine, Poutine, Trump, le Moyen-Orient, Netanyahou, et des pays où on a le sentiment que le problème est surtout interne, même s'il a des dimensions internationales. Je pense à la Hongrie de Orban, par exemple. Alors, point de départ, donc renouveau de l'idée démocratique, et je dirais le sommet de l'idée que ça y est, elle va triompher, c'est Fukuyama au moment où, un philosophe politique américain, au moment où s'effondre, où tombe le mur de Berlin. Il a un coup de téléphone avec un ami et à qui il dit, en apprenant la chute du mur de Berlin, c'est la fin de l'histoire. Et il précise le triomphe du marché, je laisse ça de côté, et de la démocratie. Et donc pour Fukuyama, et pour beaucoup d'autres qui vont être fascinés par ce qu'il nous dit, on rentre dans une période où il n'y a pas d'alternative à la démocratie et où par conséquent, bien sûr, il y aura encore, si on suit cette idée, des petites difficultés, mais enfin c'est fini, il n'y a plus que la démocratie qui puisse, comment dirais-je, animer notre vie collective. Alors évidemment, on est loin de tout ça aujourd'hui. On commence évidemment à comprendre que les régimes autoritaires peuvent renaître ou naître ou se redéployer, que la démocratie, quand elle fonctionne, tend à devenir, les politologues utilisent parfois l'adjectif illibéral, c'est un drôle d'adjectif. Nous voyons monter les extrêmes droites. Je ne vais pas vous décrire ce panorama que tout le monde connaît bien sûr. Je ferai remarquer au passage que nous ne sommes plus à l'époque de ce qu'on a pu appeler le populisme ou le national-populisme ou le néo-populisme. Tous ces mouvements qui sont nés dans les années 80-90 en Europe, on est au-delà de tout ça. Je me vois mal qualifiant de populiste les régimes importants dont je viens de parler, en Israël, aux États-Unis ou ailleurs. On est dans autre chose, qui est pire peut-être, mais qu'on ne peut plus continuer à appeler populisme. Et donc, on s'aperçoit, après les arrogances trop optimistes de Fukuyama, on s'aperçoit que l'idée démocratique est battue en brèche de mille et une façons. J'en donne quelques exemples qui montrent pourquoi ou comment cette idée fonctionne mal. On s'aperçoit que le racisme continue à se déployer, mais il se transforme peut-être. On s'aperçoit que l'antisémitisme, dont on aurait pu penser qu'il allait régresser, non seulement ne régresse pas, mais se modifie. Que les extrêmes droites disent qu'elles sont hostiles à l'antisémitisme et qu'elles adorent Israël, et que c'est plutôt à gauche de la gauche qu'on rencontre des secteurs plus ou moins antisémites. On s'aperçoit que face aux grands problèmes de la pauvreté, des inégalités croissantes, ce genre de choses, problème aussi des violations de droits humains, eh bien les régimes politiques démocratiques ont de la peine à fonctionner autrement que sur le mode de la régression. On s'aperçoit que le terrorisme
disons, qui s'est redéployé à partir des années 80 sur le mode de l'islam radical, que, ma foi, il continue d'exister, et que s'il est battu ici, il réapparaît là, par exemple en Afrique subsaharienne. Je pourrais continuer comme ça, ce n'est pas vraiment mon objet. Ce que je voudrais dire, et c'est ça l'idée importante, c'est que si nous avons de si vives inquiétudes géopolitiques ou internationales, Ukraine, Moyen-Orient, pour prendre juste ces deux dossiers, ce n'est pas les seuls, bien sûr. Ça n'est pas simplement des phénomènes qu'il faut analyser en termes géopolitiques, de relations internationales, de guerre et de diplomatie. Ce sont des phénomènes qui ont quelque chose à voir avec les transformations des sociétés concernées. Et que ces sociétés sont malades, ces sociétés vont mal. On ne comprend pas la politique américaine actuelle si on ne sait pas comment et pourquoi Donald Trump a pu être élu. Ça n'est pas un dictateur, Donald Trump. Ça n'est pas un dictateur. On ne comprend pas la politique israélienne, du gouvernement israélien aujourd'hui, si on ne sait pas ce que représente Netanyahou. Netanyahou n'est pas un dictateur. Il a été élu. Alors après, on peut critiquer les institutions, bien sûr. On peut critiquer le mode de fonctionnement de ces pays. Et on pourrait comme ça continuer, je crois, sur un certain nombre de cas. Parmi les phénomènes qui me semblent les plus importants, il y a la relation entre, d'un côté, les phénomènes géopolitiques et d'un autre côté, deux autres dimensions, les dimensions économiques et les dimensions religieuses, qui sont des phénomènes très, très importants. Les dimensions économiques, si je vous dis Elon Musk, après avoir dit Donald Reagan, si je vous dis la Silicon Valley, vous comprenez tout de suite le genre de choses que je peux avoir en tête. Excusez-moi, je ne fais que suggérer parce qu'on m'a dit d'aller vite et que je manquais de temps. Donc, ça, c'est la première chose. L'extrémisme, la radicalité géopolitique a quelque chose à voir avec les transformations de l'économie la plus moderne qui soit, et en particulier celle qui relève de ce qu'on peut appeler le numérique. Dans les années 70, la Silicon Valley, c'était le modèle de l'inventivité, d'une nouvelle culture, des start-up qui allaient par en bas, en quelque sorte, animer une vie économique et sociale et culturelle merveilleuse. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus préoccupant. Donc, premièrement, il y a des liens entre les transformations économiques qui elles-mêmes ont un impact sur le travail, sur les inégalités, sur toutes sortes de choses, et cette géopolitique si préoccupante et si peu démocratique dans son esprit. Et deuxièmement, je crois que nous devons regarder en face la question religieuse. Si je regarde les régimes dont je viens de parler, ils ont tous quelque chose à voir avec la poussée de certaines formes de religiosité. Si je dis Donald Trump, c'est des églises baptistes ou autres églises protestantes aux États-Unis, et évidemment pas seulement. Si je vous dis Poutine, ce qui est quand même très très étonnant, c'est quelques liens avec l'Église orthodoxe. Vous ne comprenez pas la politique de Netanyahou si vous ne voyez pas qu'il est soutenu par des extrémistes religieux d'extrême droite. Et je pense qu'on pourrait continuer. Je ne dis pas du tout que toutes les religions mènent à ça, certainement pas. Je vois même que dans un pays comme la France, il y a un regain du catholicisme qui n'a absolument rien de scabreux ou de choquant. Donc je ne suis pas en train de vous dire que tout ça va dans le même sens. Mais je ne comprends pas les grandes évolutions du monde sans faire intervenir cette radicalité religieuse que je rencontre dans un certain nombre de situations. Alors, à partir de là, ça c'est l'esquisse de diagnostic ou l'esquisse de bilan, est-ce qu'on peut quand même essayer de se projeter de façon un peu plus optimiste et espérer qu'un regain démocratique en interne pourrait exercer des effets sur la géopolitique en externe? Alors là, je vais être très français, vous m'excuserez, mais c'est parce que c'est un exemple simplement de la France. Je pense qu'il y a 2 ou 3 grands types de débats que nous pouvons avoir. Premièrement, nous voyons bien que la démocratie est en crise parce que la représentation politique est en crise. J'espère que le Premier ministre, qui est mon voisin, pourra compléter ce que je suis en train de dire, peut-être le nuancer, mais enfin, nous avons besoin de rénover les systèmes politiques dans un certain nombre de pays, les systèmes de représentation politique. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il me semble que nous pouvons aussi critiquer le mode de fonctionnement de nos institutions. Ce n'est pas exactement la même chose. Et s'il s'agit de la France, certains disent qu'il faut modifier
introduire la proportionnelle, modifier donc le vote, modifier ce genre de choses, ou même, ce qui est beaucoup plus lourd, changer la Constitution. Certains vont même jusqu'à dire qu'il faut passer à une 6e République. Donc, changement, disons, institutionnel ou dans l'organisation des systèmes politiques. On peut aussi se préoccuper, évidemment, de savoir si on ne peut pas introduire plus de réglementation là où on en manque. Et là, on le passe directement de l'intérieur à l'extérieur avec les questions de numérique. Je suis frappé de voir à quel point aujourd'hui nous nous demandons comment politiquement réglementer tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est, oui, entre grandes entreprises de réseaux sociaux et ce genre de choses. Troisièmement, on ne discute pas assez de la démocratie qu'on peut appeler citoyenne ou participative. Non pas pour en faire l'alpha et l'oméga, le grand remplacement, si j'ose dire, de la démocratie représentative, mais peut-être pour l'accompagner. Avec un de mes amis qui est dans la salle, Régis Méran, nous avons suivi la conférence citoyenne sur la fin de vie. C'était très intéressant, entre autres, parce que 180 citoyens ont discuté de façon passionnante de comment proposer des changements législatifs en matière de fin de vie, mais on ne voit pas du tout ensuite comment tout ça passe aux politiques. Et comment tout ça, finalement, une fois que toute cette superbe initiative citoyenne de réflexion, de discussion se développe, comment ensuite tout ça tombe presque à l'eau et le débat repart comme s'il n'y avait pas eu une telle initiative. Donc comment passe-t-on d'expériences citoyennes? Comment peut-on aussi les étendre, les élargir? Il y a certainement des pistes à ouvrir. Alors voilà ce que je voulais dire. Il me semble que, évidemment, le droit international, la diplomatie, ça n'est pas la démocratie, mais c'est quand même le même état d'esprit que nous devons essayer de faire vivre au niveau de la vie internationale comme au niveau de la vie nationale, le sens du débat, le sens de la négociation, le sens du compromis, et je dirais même, pour terminer, l'acceptation du conflit, c'est-à-dire l'idée que nous sommes dans des sociétés où l'idée démocratique permet de traiter les conflits autrement que par la violence. Non pas en les écartant, non pas en les oubliant, mais en les mettant précisément, en les transformant en débat et en question à négocier. Voilà ce que je voulais dire en essayant de ne pas être trop long. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ce constat extrêmement ciselé et les liens que vous faites entre les maux internes des sociétés et l'évolution et la métamorphose de l'ordre juridique global. Ces liens-là sont effectivement très importants, comme la question de la radicalité religieuse. Je suis bien d'accord avec vous et tous ces mouvements conservateurs religieux qui impactent le politique, qui le transforment, qui le transfigurent. Transfigurer, c'est trop positif, qui le métamorphose, pas forcément pour le mieux, est une autre préoccupation. Et puis, on discutera certainement des perspectives que vous avez dressées. Merci encore. Je passe sans plus tarder la parole a Milton Rey Guevara y lo voy a hacer en castellano porque sí, me encanta este idioma, así que no puedo evitar darle la palabra con mucho cariño para que él nos hable de justicia. De nuevo, muchísimas gracias. Tout d'abord, je voudrais exprimer mes remerciements les plus sincères aux organisateurs de ce colloque, qui est très important pour la République dominicaine et même pour la France et d'autres pays. Yo quiero señalar que el tema de este coloquio se refiere al origen, la evolución, las particularidades, los aportes y los desafíos pendientes del constitucionalismo dominicano, a la luz de un acontecimiento singular que estamos prácticamente conmemorando, porque el 24 de abril, ya en 2 días, nosotros vamos a recordar la revolución constitucionalista del 24 de abril del año de 1965. La he denominado la más hermosa revolución de América, porque el objetivo no fue evitar la prolongación de un gobierno, derrocar un régimen, sino que la finalidad de esa revolución fue
el restablecimiento en el poder del presidente constitucional, don Juan Bosch y Gaviño, y la puesta nuevamente en vigencia de la primera Constitución Social de la República Dominicana, la del 29 de abril del año de 1963. Fue el sentimiento de amor a la Constitución lo que llevó a jóvenes, hombres, mujeres y hasta niños a tomar el fusil en las manos para pedir la vigencia de ese texto constitucional que fue el primero social en la historia nacional desde la primera Constitución del 6 de noviembre del año de 1844. Hija de esa Constitución, nosotros tenemos vigente en la República Dominicana, con ligeras modificaciones, en junio de 2015 y ahora en el año pasado, en el 2024, la más avanzada Constitución de Iberoamérica, que es la dominicana, del 26 de enero del año 2010, que fue el fruto sazonado de la inspiración del presidente de la República de entonces y expresidente de ahora, el profesor y doctor Leonel Fernández Reina. Heredera de las glorias de la Constitución Social del 63, de esa que hizo derramar sangre, sudor y lágrimas al pueblo dominicano, es la Constitución del 26 de enero que nosotros tenemos, que es la que crea en su artículo 7º el Estado social y democrático de derecho por primera vez, y la idea del Estado social sugiere solidaridad, no solo el individualismo político y económico de las constituciones políticas que nosotros hemos tenido en la historia dominicana. Y lógicamente cuando uno está en esta tierra de los derechos humanos, uno recuerda el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Toute société dans laquelle la garantie des droits ne soit pas assurée, ni la separación de pouvoir déterminée n'a point de constitución. Es decir, si en una sociedad no están garantizados los derechos, ni la separación de poderes determinada, no tiene constitución. Y la Constitución dominicana vigente con reformas tiene la inspiración en el respeto a ideas fundamentales como es el pluralismo político, que es una de las garantías del régimen democrático que ahora se cuestiona en determinados litorales geográficos. La separación de poderes, las libertades públicas y el progreso social. Y en consecuencia, en la República Dominicana, nosotros estamos viviendo un momento excepcional, porque estamos en regímenes constitucionales que se han sucedido y estamos haciendo un esfuerzo por consolidar el Estado social y democrático de derecho. Estamos abrevando en esa fuente pura y límpida de los valores constitucionales. Y eso es sumamente importante porque eso es lo que une al pasado de 1965 con el presente que ha vivido el pueblo dominicano en defensa de sus libertades. Un pueblo que ha tenido largas etapas de dictadura, pensar en la de Trujillo de 31 años solamente, pensar en los 12 años autoritarios de Joaquín Balaguer, pensar en la dictadura de Ulises Seró, de Lilis, y sin embargo el pueblo dominicano se aferra a seguir en el camino de la democracia y de la libertad. Claro, la democracia tiene un valor supremo. ¿Cuál es? No la definición de Abraham Lincoln, eso lo sabemos. Lo que pasa es que el único régimen político que, a mi juicio, uno conoce que desaparece y regresa es la democracia. Las dictaduras han sepultado la democracia por años, pero fijémonos en España, fijémonos en la República Dominicana para poner dos casos, ¿verdad?, de más de 30 años, el generalísimo Franco y el generalísimo Trujillo. Sin embargo, la democracia retornó. Hay otros regímenes autoritarios que cuando desaparecen, desaparecen para siempre,
porque le falta vida, la vida que impulsa el respeto de la norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico, que es la Constitución, y que ahora está reforzada por esos derechos económicos y sociales, los derechos colectivos y difusos, la protección del medio ambiente y otros que le dan al hombre y la mujer la posibilidad de desarrollarse plenamente, siguiendo un esquema de libertades públicas. De manera que yo quiero agradecer al presidente Fernández, a Funglode y a la Casa de América Latina el habernos dado el privilegio de hablar de ese proceso tan hermoso, y yo espero que esto se repita en la República Dominicana, que todavía lucha porque se cumpla el mandato del artículo 63, numeral 13 de la Constitución, que hace obligatoria su enseñanza con la finalidad de lograr la presencia de hombres y mujeres que sigan los valores democráticos. Y eso implica la enseñanza obligatoria de la Constitución en la escuela pública y privada en todos los niveles educativos de la República Dominicana. De manera que no perdamos la fe en la democracia. No la perdamos, siempre ha tenido la capacidad de resucitar, ahora que nosotros acabamos de salir de la Semana Mayor, de la Pascua de Resurrección. Habrá momentos de oscuridad, pero finalmente los pueblos siempre buscan el camino natural de la libertad, del progreso y de la justicia social. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este mensaje lleno de energía y de pasión. Hemos viajado, nous avons voyagé d'un anniversaire, on est arrivé à la valorisation de la Constitution de 2010 pour arriver à ce fameux article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui effectivement devrait être absolument connu par cœur et par tous. Sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Bernard Cazeneuve. Merci beaucoup de votre accueil. Merci de m'avoir invité à cette manifestation, à ce débat. Merci, Monsieur le Président Fernandez, d'être à Paris et d'avoir pris l'initiative de cette belle réunion. Merci également à Laura Faxas, que j'ai aperçue, pour avoir eu la gentillesse de me demander de venir à vos côtés. C'est pour moi un moment très particulier que celui de ces retrouvailles. D'abord parce que je dois la vérité de vous dire que je n'ai pas entendu une telle ferveur dans l'expression de l'aspiration démocratique depuis 1973. Je veux dire par là depuis le moment où nous nous retrouvions autour de nos amis chiliens qui étaient victimes d'un coup d'État, qui voyaient toutes les libertés remises en cause. Et c'était un moment où la gauche française, car j'appartiens à la gauche française pour ceux qui auraient des doutes à ce sujet, était très solidaire de ses camarades et amis d'Amérique latine au moment où ils étaient confrontés à une remise en cause de tous les principes constitutionnels et démocratiques qui allaient les plonger dans une période sombre pour longtemps, et période sombre pendant laquelle nous nous situerions à leur côté, dans leur combat, fraternellement, solidairement, pour essayer de faire en sorte à la fois que les libertés reviennent, mais aussi que les principes de solidarité, de justice sociale puissent, dans ce pays et d'autres, en Amérique latine, triompher. Et je me souviens très bien de la ferveur qui existait à l'époque. J'avais 10 ans. Donc c'est dire à quel point j'ai peu participé à la révolution dominicaine, même pas par l'esprit, pour des raisons qui tiennent au hasard de la naissance. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle cette manifestation est une extraordinaire occasion pour moi de retrouver la ferveur qui pouvait exister à l'époque, mais aussi les défis qui se présentaient aux dirigeants de ce pays au moment où il affrontait l'interventionnisme, le doute et la réaction. Mais donc, quand j'évoque 1973, je prends cette date volontairement parce qu'elle est très emblématique de ce que fut la ferveur d'une partie de la France à l'égard de ces leaders d'Amérique latine lorsqu'ils essayaient de recouvrer à la fois la liberté, les principes de l'état de droit, l'égalité et le progrès social. Et ce fut, pour nous, ces combats de grands éléments d'identité politique et d'engagement. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister,
parce que je suis un ancien élu de la circonscription dont Tocqueville fut lui-même le parlementaire, parce que la circonscription de Cherbourg a été tenue bien avant moi, là aussi je le précise, par Alexis de Tocqueville. Et Alexis de Tocqueville a développé à partir de Cherbourg toute une réflexion, à partir de Tocqueville très exactement, qui est un petit village entre Cherbourg et le Val-de-Serre, une réflexion sur la démocratie en Amérique qui, par sa clairvoyance, par sa lucidité, par le génie propre à Tocqueville, était annonciatrice de bien des mots ou des questionnements qui ont été évoqués par les orateurs précédents, et notamment par Michel, qui a évoqué Tocqueville et qui évoquait les mots dont souffle la démocratie. Et Tocqueville, lorsqu'il écrivait sur la démocratie en Amérique à partir de Cherbourg, indiquait que l'un des mots qui pouvait ronger la démocratie de l'intérieur était une accoutumance triste ou mélancolique à l'égalité. Je voudrais partir de ce que sont les mots que vous avez évoqués de la démocratie aujourd'hui pour essayer d'esquisser quelques chemins de résurrection, de renaissance ou de combat. Le premier point, c'est que la démocratie, ce n'est pas simplement la dévolution du pouvoir par le suffrage universel, ce n'est pas simplement le suffrage universel qui donne la légitimité. La démocratie, c'est la dévolution du pouvoir par le suffrage universel, plus les respects de principes de l'état de droit. Si l'on ampute la démocratie du respect des principes de l'état de droit, c'est-à-dire que si l'on accepte que dans la démocratie, par la disposition de choses, pour reprendre l'expression de Montesquieu, le pouvoir n'arrête plus le pouvoir, c'est-à-dire s'il n'y a plus de constitution, et vous faisiez référence à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme à juste titre, si par la disposition des choses, par la force de la Constitution, c'est-à-dire par la force de l'état de droit, les institutions ne sont pas organisées de telle manière que ceux qui détiennent le pouvoir se voient limités dans son exercice, non pas pour limiter leur efficacité, mais pour assurer les libertés fondamentales par un certain nombre de principes de droit, alors il n'y a plus de démocratie. Et la crise que traverse la démocratie aujourd'hui vient en grande partie du fait que ce que l'on appelle les populistes, notamment les populistes d'extrême droite, mais pas seulement, et moi je suis comme Michel, je n'aime pas les appeler les populistes, je préfère les appeler les dégagistes. Parce que ce que veulent ces forces politiques-là, c'est dégager la démocratie de tous les principes qui la fondent, et dégager avec ces principes tout ce qui ressemble à un courant de pensée, à une élite, à une force politique, à un corps intermédiaire qui puisse d'une manière ou d'une autre venir remettre en cause le pouvoir dont ils sont détenteurs. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, la remise en cause des principes de l'état de droit par Trump s'accompagne d'une remise en cause de tous les moyens qui jusqu'à présent étaient alloués dans ce pays aux corps intermédiaires pour leur permettre d'exercer leur opposition, quelle que soit la nature du régime en place. Lorsqu'on décide de remettre en cause les subventions à Harvard, lorsqu'on décide de s'en prendre au financement public de tel ou tel musée, au motif que les expositions qu'il organiserait ne sont pas du goût de M. Musk ou de M. Trump, c'est bien à la remise en cause de la possibilité par certains corps sociaux de résister au pouvoir en place que l'on s'en prend. Donc, la démocratie sans l'état de droit, la démocratie sans les principes de droit qui permettent de limiter le pouvoir de ceux qui en sont les détenteurs, ce n'est plus la démocratie. Et il faut toujours veiller à ce que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Et je regarde ce qui se passe aux États-Unis actuellement. Lorsque l'on invite, quand je dis qu'on l'invite, on le convoque, le président d'un pays envahi par un dictateur, en contravention avec tous les principes du droit international. Lorsque Poutine entre avec son armée en Ukraine, c'est le droit du peuple ukrainien à disposer de son propre avenir qui est remis en cause. On peut tourner le problème dans tous les sens, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Et qu'on transforme la victime en bourreau et le bourreau en victime, alors même qu'on connaît les exactions à l'origine desquelles il se trouve, et que par cet acte-là,
on remet en cause tous les principes du droit international, en allant jusqu'à considérer d'ailleurs que la paix, si elle devait advenir, se ferait aux conditions de l'envahisseur, ce qui est vraiment une posture diplomatique du point de vue du droit international qui rappelle de funestes souvenirs aux Européens que nous sommes. On remet en cause les principes du droit international. Lorsqu'on prend des executive orders tous les jours, dans des domaines qui conduisent ceux qui en sont les victimes à saisir les institutions judiciaires américaines pour y résister, c'est bien que les principes du droit, là, cette fois-ci du droit interne américain, sont remis en cause. Et ce qui est très nouveau, et qui ne s'est pas produit dans les siècles précédents, à ma connaissance, je parle sous le contrôle des historiens, c'est que cette remise en cause, elle est le fait de la nation qui s'était érigée pendant des décennies comme le leader du monde libre. Y compris d'ailleurs lorsque cette nation intervenait, lorsque des mouvements révolutionnaires destinés à faire en sorte que les principes constitutionnels puissent surgir en Amérique latine, lorsqu'elle intervenait pour remettre en cause ces mouvements révolutionnaires, où c'est, bien entendu, il y avait la gauche française, la gauche européenne, qui disait tout ça n'est pas convenable, c'est de l'interventionnisme, les États-Unis ne sont pas ce qu'on croit, vous imaginez qu'ils sont ce qu'ils racontent être, mais les choses sont beaucoup plus compliquées que cela, mais fondamentalement, leur position de leader du monde libre, pour des raisons qui tenaient à l'économie du monde, n'était pas remise en cause. Là, désormais, c'est le pays qui a incarné cela, qui prend ses distances avec le monde libre pour consacrer, par une remise en cause du droit international et du droit, de l'état de droit, tous les principes sur lesquels une partie de l'ordre mondial s'est constituée. Quel sera l'impact de ce choc tellurique sur le monde et son organisation, issu de l'ordre né de la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale, je ne sais pas. Mais en tous les cas, la première conclusion que je tire de cela, c'est qu'il n'y aura pas de renouveau démocratique, il n'y aura pas de capacité ardente à défendre la démocratie dans ses fondements et dans ses principes, s'il n'y a pas suffisamment d'esprits lucides et de démocrates lucides et engagés pour faire en sorte que les principes de l'état de droit et l'état de droit dans ses principes soient ardemment défendus. Ce qui est intéressant parmi les dégagistes, et d'ailleurs y compris français, c'est qu'ils se sont montrés très prompts au cours des dernières années à vouloir dégager la France de tous les principes, et l'Europe surtout, de tous les principes de l'état de droit. J'entends encore l'extrême droite française, mais même une partie de l'extrême gauche, dire les principes qui fondent l'Europe, les principes des pères fondateurs de l'Union européenne, tout ça c'est une entrave extraordinaire à la protection du marché intérieur contre la concurrence de pays qui ne respectent pas les moins-disants, enfin les clauses sociales et environnementales européennes, ou d'autres de dire c'est un facteur d'inefficacité considérable lorsqu'il s'agit sur la politique migratoire, la lutte contre l'insécurité, la lutte contre le terrorisme, etc. Et Madame Le Pen, par exemple, de proposer en France que nous sortions rapidement de la Convention européenne des droits de l'homme et que nous allions jusqu'à supprimer le Conseil constitutionnel, considéré comme un obstacle à l'efficacité du gouvernement lorsqu'il s'agit de faire en sorte que, face au droit, la volonté du peuple puisse affirmer sa dimension irrésistible. Mais moi, ce que je constate simplement, c'est que quand le droit s'exprime à travers les juges indépendants qui le disent, à ce moment-là, les mêmes qui préconisaient qu'on sorte immédiatement de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'on supprime le Conseil constitutionnel, déposent devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité pour se voir reconnus dans leurs droits et convoquent les principes de la Convention européenne des droits de l'homme pour faire en sorte que les droits qu'ils estiment remis en cause, c'est-à-dire les leurs par le juge, soient reconnus par la Cour européenne des droits de l'homme. J'en tire une conclusion, c'est que si les principes de l'état de droit sont très violemment remis en cause aujourd'hui par les dégagistes, les plus prompts à les convoquer lorsque leurs intérêts personnels ou leur situation propre se trouvent remis en cause, ce sont les dégagistes eux-mêmes. Et par conséquent, j'en tire une conclusion supplémentaire, c'est que ceux qui se proposent de tout détruire des principes de l'état de droit, dès lors qu'ils commencent à être détruits eux-mêmes par la logique qu'ils ont engagée, convoquent les principes d'état de droit pour mettre fin à cette logique. J'en déduis que la démocratie a encore de beaux jours devant elle. Mais j'en déduis aussi que ces beaux jours que la démocratie a devant elle
n'iront pas leur chemin comme ça, naturellement, sans que nous soyons quelques-uns, et le plus nombreux possible, à réagir lorsque ces principes se trouvent remis en cause. Et donc, nous avons à réaffirmer le lien absolument indestructible qu'il y a entre démocratie et État de droit. Il y a un deuxième sujet que je voulais évoquer, puis je n'irai pas beaucoup plus loin parce que je vais être trop long, qui est dicté également par des propos qui ont été tenus par les orateurs précédents, c'est que la démocratie peut mourir de ses propres travers. Elle peut être victime de son propre poison lorsqu'elle cesse d'être vertueuse, au sens où Montaigne l'entendait. C'est-à-dire, dès lors que ceux qui vivent en démocratie, les citoyens qui composent le corps social de la démocratie, oublient le trésor qu'elle constitue et la force des principes qui la fondent, et sans l'éloignant, contribuent à la fragiliser. Alors je m'explique. Je pense qu'une grande partie de l'affaiblissement de la relation à l'état de droit, notamment aux États-Unis, s'explique par le fait qu'à un moment donné, la représentation que la nation américaine a eue d'elle-même, comme une juxtaposition de communautés sans lien les unes avec les autres, a laissé une place considérable au discours dégagiste qui promettait, autour d'une représentation de la nation et d'un chemin facile pour la nation, la reconstitution d'une représentation ou d'une unité permettant à tous ceux qui étaient exaspérés par le fait que l'identité de la nation s'effaçait derrière une vision d'elle-même, se réduisant à une juxtaposition de communauté, de retrouver là un chemin, un espace, etc. Bon. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de démocratie sans altérité, et qu'il n'y a pas de démocratie sans un minimum d'unité et d'indivisibilité du corps social. Et si l'on est attaché au droit à la différence, si on est attaché, comme nous le sommes pour beaucoup d'entre nous, là où nous sommes politiquement par ailleurs, au fait que l'on puisse considérer chacun qui n'est pas nécessairement configuré comme nous le sommes pour des raisons qui tiennent aux appartenances politiques, philosophiques, religieuses, intellectuelles, etc., comme son prochain, il faut commencer par considérer celui qui est différent précisément comme notre prochain. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait suffisamment d'universalisme dans la pensée, suffisamment de conscience de l'appartenance commune à la grande civilisation humaine pour faire en sorte que de cette unité-là résulte l'acceptation de toutes les différences dans la concorde. Et s'il n'y a pas ça dans la démocratie, alors les chemins de traverse, les impasses démocratiques, les tensions à l'intérieur de la société peuvent être à ce point fortes que les principes qui fondent la démocratie se trouvent gravement remis en cause. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a eu souvent ces discussions avec Michel Vivorca par le passé. Je suis très attaché à l'idéal laïque, très attaché à l'unité et l'indivisibilité de la République, très hostile au communautarisme, très combatif à l'égard de ceux qui considèrent telle ou telle catégorie de la population comme une clientèle électorale à conquérir et qui sont prêts à cela toutes les concessions par rapport aux principes républicains et aux principes démocratiques qui sont le creuset ou la source à laquelle nous devons étancher notre soif d'altérité. Et si nous perdons de vue cela, alors tout s'effondre. Bon. Et parce que la démocratie est un système fragile et que ce n'est pas simplement un ensemble de règles, c'est aussi une communauté de valeurs dans lesquelles on se reconnaît, dans lesquelles on doit pouvoir puiser une force nationale qui permet d'aller chercher l'identité ailleurs que dans le dégagisme et le populisme. Enfin, le dernier point sur lequel je voudrais insister, et je reprends cela également, une perche tendue par les orateurs présents, et notamment Michel Vivorca, sur les institutions. Bon. Il y a beaucoup de pays où la démocratie est forte et où les institutions n'ont pas été modifiées, autrement qu'à la marge. C'est un sujet très français que de considérer, lorsque la classe politique n'est pas à la hauteur des institutions, que les institutions sont à bout de souffle. C'est un travers français. D'ailleurs, la raison pour laquelle nous avons très souvent changé de constitution, beaucoup plus souvent que d'autres pays démocratiques européens. Il y a ce trait de caractère en France, c'était le cas sous la fin de la Troisième République, la fin de la Quatrième République, lorsque l'on considère que on n'a pas été à la hauteur de sa tâche collectivement, on dit que les institutions sont mauvaises. Je mets en garde mes propres amis politiques
sur l'essoufflement des institutions de la Ve République. Je les entends beaucoup dire, les institutions de la Ve République sont à bout de souffle. Quand je regarde le paysage politique, certains de mes amis m'apparaissent comme étant beaucoup plus à bout de souffle que les institutions. Et donc, je serais très triste personnellement qu'on remette en cause des institutions qui nous ont été léguées par un personnage dont vous avez dit grand bien, qui s'appelle le général de Gaulle, qui impliquait d'ailleurs ces institutions qu'on fût à la hauteur de l'héritage qui nous a été légué, au motif que, pour des raisons d'opportunité politique, elles ne nous permettraient pas de nous frayer le chemin de nos ambitions personnelles. Et donc, bien entendu, les choses sont à modifier pour faire en sorte qu'il y ait davantage de démocratie participative, etc., etc. Mais il faut faire très attention à la Sixième République qu'on nous promet en France. Parce que quand j'entends certains en parler, je me demande si la Sixième République, ce n'est pas la quatrième sans les talents. Donc, il faut faire très attention à cette tentation-là et ne pas confondre le renouveau démocratique avec l'instabilité institutionnelle. Le renouveau démocratique, il a besoin de stabilité institutionnelle. Et il a besoin d'un personnel politique qui soit à la hauteur des institutions. Si le personnel politique n'est pas à la hauteur des institutions parce qu'il a intégré les principes, les valeurs, les fondements, etc., alors on a l'instabilité, on a la remise en cause de la démocratie, on a la perte de confiance et on a l'affaissement politique auquel nous sommes malheureusement dans ce pays, selon moi, peut-être de façon injuste, aujourd'hui tragiquement confrontés. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon extrêmement huilé et aussi engagé et tout aussi passionné et passionnant que les deux précédents. Vous êtes parti de 1973, le Chili, la ferveur que l'arrivée des exilés chiliens a provoqué au sein de la gauche française pour nous rappeler avec beaucoup de passion et de précision technique ce qu'est la démocratie sans les droits de droit, sans l'état de droit, ce n'est pas possible. Votre plaidoyer que j'avais déjà entendu à plusieurs reprises et auquel j'adhère profondément sur le corps social, indivisibilité du corps social, non à la fragmentation par les communautés, ce qui serait terrible. Bon, il y a au moins quelqu'un d'accord avec moi en France, ça me rassure beaucoup. Oui, oui, oui. Et enfin, cette formule, vous en conviendrez, absolument géniale, retenez-la, la 6e République, c'est la 4e sans les talents. Bref, l'art des formules en plus de l'engagement. Donc, je remercie vraiment les trois intervenants. Je regarde Laura et est-ce que nous avons un peu de temps pour débattre, pour entendre des questions, ou nous passons immédiatement à la table ronde suivante? Je vois qu'il y a déjà des intervenants qui sont inscrits dans la table ronde. Débat ou table ronde? Suivant. Table ronde. Bon, d'accord. Encore. Très bien. Très bien, formidable. Ah, hay una preguntita. Bueno, para el final, la preguntita. Si usted quiere, non? Oui. Ok, encore merci pour cet engagement passionné, passionnant. Je vais filer, là.